Il y a un peu 3 parties, si je les décompose un petit peu. La première, c'est que en tant que manager, mais peu importe n'importe qui dans l'organisation finalement, faut pas être dans une position managériale. Il y a un projet, une idée, une collectivité, une connexion à créer, n'importe. Et là, pour moi, on a la responsabilité de mettre de l'énergie, du dynamisme, de l'envie. Il y a une transmission, un peu de dynamique à mettre sur un enjeu qu'on a identifié ou sur une volonté de connecter des personnes. Et je te demande pas comment tu fais parce qu'on a bien vu comment tu fais. Donc ça, pour moi, ça c'est un peu la première composante. Ensuite, la deuxième composante, là, c'est un peu d'engineering. C'est de dire, ça serait intéressant que, voilà, il y a cet enjeu-là, il y a ce projet-là, un projet de transformation, un collectif à faire travailler ensemble. Comment, concrètement, on va s'organiser? Est-ce que... Qui fait quoi? Où, exactement. Comment? Quelle gouvernance on a? Comment on va prendre des décisions? À quel moment on va travailler ensemble? Sous quelle forme on va le faire? Donc là, l'architecte est vraiment en train de dessiner le plan. Exactement. Et après, il y a une troisième dimension pour moi, et c'est presque celle-là qui, pour moi, la plus importante, parce que les deux autres, c'est assez logique et assez intuitif. C'est comment on va faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble. Et comment on va créer les conditions, en tant que manager, mais pas que, pour que la coopération, l'alchimie, elle prend quelque part. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Sophie Cabouter, directrice technique de L'Oréal. Elle dirige 7 usines dans le groupe. On va parler évidemment de management, on va parler d'architecte de coopération, vous allez voir ce que ça veut dire surtout créer des conditions pour que les gens puissent s'exprimer, parler de leurs problèmes. C'est passionnant, il y a énormément d'énergie. On commence tout de suite. Salut Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Moi, je suis ravi de te recevoir dans Le Faire en Vrai aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais avoir un manager de L'Oréal, parce que toi tu travailles chez L'Oréal. Exact. Depuis combien de temps? Alors maintenant depuis 18 ans déjà. 18 ans chez L'Oréal. Et t'as fait toute ta carrière là-bas? T'as fait des choses avant? Non, j'ai travaillé dans différents secteurs, donc un secteur pharmaceutique chez Johnson & Johnson. Ah d'accord. Vous avez déjà reçu Valérie chez J&J, donc... Et ensuite L'Oréal, donc cosmétique. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ton parcours et notamment les principaux postes que tu as pu tenir pour qu'on comprenne où est-ce que tu as managé avant qu'on parle de management? En fait, j'ai surtout navigué dans des postes de manufacturing, donc dans la production industrielle, dans des postes qui touchent à l'industrialisation et le développement des produits. Donc dans cet univers-là, on interface avec pas mal de monde et un peu de supply également. Tu as été directrice de site et puis après tu t'es occupée de plusieurs sites. Aujourd'hui, tu t'occupes de 7 sites, c'est ça? C'est ça. Ils sont tous en France? Il y en a Non, j'ai la responsabilité et aussi l'énorme plaisir de travailler avec 7 sites différentes qui travaillent pour la division grand public. Donc c'est des sites qui sont situés une partie en France, mais aussi à l'étranger, en Italie, en Belgique, en Espagne. Donc voilà, c'est situé en Europe de l'Ouest. Alors nous, on se connaît depuis quelques années, même si toi tu travailles surtout avec mon associé Charlie, mais on se connaît quand même depuis plusieurs années. Et pour donner un peu un élément concret, quand tu dis division grand public, qui est la première fois qu'on avait discuté ensemble, je sais pas si tu te rappelles, on parlait de rouge à lèvres. La question c'était comment est-ce qu'on arrive dans une usine à faire de plus en plus de couleurs de rouge à lèvres différentes, parce qu'on veut en vendre de plus en plus de couleurs. C'était ça le problème, tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. C'était un projet très sympa d'ailleurs qu'on a voulu craquer un petit peu, comment on fait plus simplement en interaction aussi avec la recherche. Et on avait un projet très sympa à l'époque de tout le développement teinte qui est responsable et comment on le travaille en coopération avec la recherche. Donc effectivement, une période très sympa. Et ça, c'était pour une usine en France de mémoire à Orne? Oui, à Orléans, Ouais, c'est ça. Bon, là, on parle un peu de ce genre de projet, mais si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que avec Charlie, quand on parle un peu de L'Oréal et qu'on se dit c'est qui les bons managers chez L'Oréal, on arrive très vite à toi dans la liste. Sophie, donc nous on pense que tu fais partie des managers qui nous intéressent dans cette boîte-là. Il y en a plein évidemment, mais voilà, et nous on te connaît depuis longtemps. Tu manages depuis donc assez longtemps chez L'Oréal, tu as des équipes depuis un moment. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des postes managériels très rapidement dans ma carrière. Donc, quand j'ai démarré chez Johnson & Johnson, j'ai démarré assez classique comme ingénieur de production. Et après 2 ans, on m'a confié le poste de responsable de production où j'étais en charge d'une unité de production avec 5 contremaîtres. Et donc, en fait, mon chef à l'époque était un peu fou, en fait, de me donner autant de responsabilités. Je sais plus quel âge j'avais 27 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Fraîchement sortie de l'école. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation de manager tout de suite des managers.
Ouais. en n'ayant jamais managé une équipe moi-même. Donc très intéressant, très apprenant. Et depuis, en fait, j'ai toujours managé. Ouais, donc ça fait que ça fait vraiment longtemps que tu manages. Exact, ouais. Et est-ce que t'aimes ça depuis le début? Ah oui, C'est vrai, t'adores ça? J'adore parce que c'est challengeant, c'est responsabilisant. Ça fait appel à... déjà, il y a l'humain et la dynamique de l'humain, individuel, collectif, comment on génère de l'énergie, comment on génère un dynamisme, comment on va vers des projets et on insuffle le changement. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'anime. Et qui t'a plu tout de suite, à 27 ans Oui. Même alors que tu savais pas et ça t'a tout de suite amusé. Le dynamique collectif, c'est quelque chose faire partie d'un collectif, créer du collectif pour avancer vers des enjeux qu'on a, de résoudre les problèmes, de saisir des opportunités. Voilà, c'est ça qui me plaît en fait dans ce que je fais. Et tout de suite, toi, t'as une formation d'ingénieur et la technique, t'as tout de suite réussi à te dire, je la mets au deuxième plan parce que je vais m'occuper des gens qui vont faire le travail. C'est comment ça s'est passé entre ton passé d'ingénieur, enfin ta formation d'ingénieur et ta responsabilité qui n'est pas en fait. Moi, je suis belge de nationalité et toujours. Et donc, dans les formations en Belgique, l'ingénieur, c'est assez généraliste. D'accord. On va pas dans le détail du détail. Et c'est pas donc, de toute façon, techniquement, t'étais pas... C'est pas... la technique, ça m'intéresse, mais c'est pas ça qui va me driver. Ce qui va me driver, c'est insuffler le changement, c'est dire comment on peut avancer pour que ça marche mieux, que ça soit plus simple pour tout le monde et qu'on adresse les vrais sujets. C'est ça qui me drive, en fait. L'ingénieur, on peut le voir comme quelque chose de technique, mais on peut le voir aussi comme solution provider. Ou quand on monte dans la hiérarchie, problem seeker. C'est je cherche les problèmes pour pouvoir les résoudre derrière aussi. Et c'est plus cette valence-là que finalement m'a intéressée dans ma formation initiale, qui me sert toujours aujourd'hui, mais aussi dans le solution provider, il y a toute la dynamique humaine qui prend une place très importante à travers le management en direct, mais aussi en transversal. D'accord, donc c'était pas une grosse transition pour toi, c'était assez logique de le faire, et puis comme ça t'a plu tout de suite, t'as commencé. Alors quand on a préparé cet échange tous les deux, je t'ai dit on va parler de management et qu'est-ce que t'as envie de quoi t'as envie de parler. Tu m'as donné tout de suite un mot, tu m'as dit moi j'aime bien orchestrer, c'est ça, les énergies, orchestrer les initiatives des autres. Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça? Alors, j'ai dernièrement vu la vidéo de Charlie qui avait sorti un manager, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Un manager, c'est un leader qui donne la vision, la direction, vers quoi on doit aller. Ce manager, c'est un boss, c'est aussi quelqu'un qui sache dire ça c'est la bonne direction, ça on est dans le bon rythme, ou ça c'est un comportement qu'on tolère pas dans l'entreprise et qui sait aussi réguler. Et un manager, c'est aussi un coach. Je vous mettrai la vidéo en lien. Ouais, et elle est top. Je rajouterais une 4e dimension. Je trouve qu'un manager, c'est aussi un architecte de coopération. Architecte de coopération. Ouais, j'aime bien ce mot-là, architecte, parce qu'il y a un côté construction, un volontarisme à organiser les choses pour que les gens puissent travailler ensemble à travers les différents départements, à travers les différents services, de créer des communautés et gérer cette dynamique-là, en fait. Ouais, et puis ce qui est intéressant dans l'architecte, c'est qu'on fait les plans, mais on construit pas. C'est vraiment les autres qui construisent. Exactement. Donc toi, il y a vraiment ce truc et pareil, Charlie, quand il me disait comment travaille Sophie, il me disait elle a beaucoup de leadership, elle entraîne les autres. C'est ça que t'essaies de faire en fait. T'essaies d'élaborer des plans pour que les gens puissent travailler ensemble. Alors moi je dirais il y a un peu 3 parties si je les décompose un petit peu. La première, c'est que en tant que manager, mais peu importe n'importe qui dans l'organisation finalement, faut pas être dans une position managériale. Il y a un projet, une idée, une collectivité, une connexion à créer, n'importe. Et là, pour moi, on a la responsabilité de mettre de l'énergie, du dynamisme, de l'envie. Il y a une transmission un peu de dynamique à mettre sur un enjeu qu'on a identifié ou sur une volonté de connecter des personnes. Et je te demande pas comment tu fais parce qu'on a bien vu comment tu fais. Donc ça, pour moi, ça c'est un peu la première composante. Ouais. Ensuite, la deuxième composante, là, c'est un peu d'engineering. C'est de dire, ça serait intéressant que, voilà, il y a cet enjeu-là, il y a ce projet-là, un projet de transformation, un collectif à faire travailler ensemble. Comment, concrètement, on va s'organiser? Est-ce que... Qui fait quoi? Où, exactement. Comment? Quelle gouvernance on a? Comment on va prendre des décisions? À quel moment on va travailler ensemble? Sous quelle forme on va le faire? Qui on va mettre dedans exactement? Donc là, l'architecte est vraiment en train de dessiner le plan. Exactement. Et après, il y a une 3e dimension pour moi, et c'est presque celle-là qui, pour moi, la
plus importante parce que les deux autres, c'est assez logique et assez intuitif, c'est comment on va faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble et comment on va créer les conditions en tant que manager, mais pas que, pour que la coopération, l'alchimie, elle prend quelque part. Il y a différents leviers à faire ça. Déjà, il faut que les gens se connaissent, mais pas que connaître le titre, qui je suis, qu'est-ce que je fais, mais c'est Paul, il aime bien faire du sport le week-end. Se connaissent vraiment personnellement. Exactement. Il faut qu'il y ait une connexion. Beaucoup d'attention au fait que les gens se connaissent et que ça puisse se faire dans des moments informels, qu'on prenne du temps pour prendre une bière ensemble, pour discuter un peu, vivre des moments un peu informels. Et je pense que c'est aussi important que de structurer des réunions, c'est que les gens se connectent et se connaissent. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une blague quand j'anime des séminaires où j'explique que ma blague c'est ça, c'est je dis l'apéro est à 18h. Bon, pour s'occuper jusqu'à ce moment-là, on va travailler un peu. Mais effectivement, moi, je pense que dans ces moments-là, l'apéro, il est sûrement au moins autant important que les 3-4 séquences que je vais faire dans ma journée, clairement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi des moments de plaisir, un peu de fun, quoi. Ouais. C'est comment je mets un peu de légèreté dans tout ça et pas tout est... Donc ça, pour moi, c'est comment on réfléchit là-dessus, comment on crée cet espace pour que les gens connectent, qu'ils passent des bons moments aussi. Et après, il y a un deuxième élément, c'est l'ambiance qu'on donne dans les réunions, dans les instances de travail, comment on rend explicite et comment on crée l'ambiance pour que les gens puissent s'exprimer. S'il y a des sujets un peu compliqués sur la coopération, que ça puisse être dit. Et donc, en tant que manager ou leader, pour moi, c'est important que on est dans une position de poser beaucoup de questions. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses où on peut vous aider? Est-ce que dans la connexion, il y a des choses qui vous bloquent aujourd'hui? Ça, tu le connectes à l'ambiance, le fait de poser des questions, parce que tu me dis il faut mettre la bonne ambiance dans les réunions et après tu me dis il faut poser des questions. Donc toi tu connectes le fait de poser des questions à l'ambiance. Pour toi c'est quelque chose qui est lié? Oui, parce que ça veut dire que on pose le sujet sur la table de la coopération. C'est comment on va coopérer ensemble. On montre clairement qu'on est en train de faire ça. Si on vient, notamment de plus on monte dans l'organisation, on vient pas simplement comme personne et comme manager, mais on vient aussi déjà avec un certain costume le chef est là, est dans la place. Et donc, c'est très important de se mettre au bon niveau et de permettre... En fait, c'est une question de permission. C'est comment on permet les gens de s'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent, les choses à tacler, le contexte qu'ils vivent aussi, pour que tout ce qui peut entraver la coopération, qu'on peut en parler, que c'est pas un tabou, et que on puisse chercher des manières de lisser et d'organiser les choses un peu différemment. Mais ça, c'est un point extrêmement important. Je pense que j'en discutais encore hier avec un client. Là, toi, Sophie, tu t'occupes de 7 usines, donc il doit y avoir 5000 personnes au total, quelque chose comme ça. Moins que ça. Peut-être un peu moins. 2700 à peu près. 2700 personnes, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Et en fait, moi, je vois souvent les managers, ils oublient que quand ils ont des postes assez importants, etc., leur parole est tellement écoutée que il faut qu'ils fassent attention. Et moi, j'aime bien ce que tu dis si j'ai bien compris, c'est il faut baisser d'un cran, baisser d'un cran pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a plein de galons que notre parole est d'or et qu'elle vaut plus que les autres. Et je suis assez d'accord que moi, plus on monte dans la hiérarchie, plus notre travail c'est de donner des autorisations. C'est hyper important ça. Et je trouve intéressant que tu le dises. Ouais. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que sinon on navigue dans des non-dits. Et les gens vont répondre par rapport à une conformité ou par rapport à ce qui est inattendu. Ou soi-disant attendu. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est que je sais vraiment où tout le monde se situe, où sont les vraies problématiques, où sont les vraies opportunités aussi, pour que je puisse les aider à décoincer. C'est pas tellement effectivement faut driver, faut mettre des limites, mais aussi comment on génère une ambiance où tout le monde se sent en sécurité pour pouvoir apporter, être soi-même, lever la main. Là, je pense qu'on va avoir un petit souci, comment on le traite suffisamment en amont, qu'on crée cette ambiance de sécurité pour chacun, pour pouvoir s'exprimer et contribuer au bon niveau. Ouais, pour moi, ça, c'est un point qui est hyper important. C'est qu'on pourrait se dire, elle a parlé d'ambiance, faut mettre de la musique et des machins. Non, en fait, l'ambiance, c'est toi, tu cherches à ce qu'ils aient pas peur du chef. Oui, et donc, à ce qu'ils puissent
s'exprimer librement. Sophie, moi j'ai un problème sur ce sujet, je voudrais qu'on en parle. C'est ça que tu vas chercher en fait. Tu cherches à ce qu'ils aient pas peur de te dire ça, quoi. Et qu'on puisse en parler, le mettre sur la table. Exactement. Et que quand c'est sur la table, on peut le traiter et on peut responsabiliser aussi. Ou bien on met des limites, ou bien on bascule en coach, ou bien on donne du contexte. Il y a un autre élément que je pense qui contribue beaucoup à ça, c'est donner un maximum d'informations et de contexte. Les gens et les collègues avec qui on travaille et dans les groupes avec des projets importants, je pense que c'est important que chacun sache quel est le contexte de l'autre, quels sont les enjeux. Pas tout le monde voit la même chose. Et donc, je pense que cette accessibilité à l'information dans des postes comme les miens, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une accessibilité assez forte. C'est comment je partage ça au maximum pour que chacun puisse comprendre l'environnement dans lequel il navigue et puisse prendre des décisions et être encore plus pertinent dans ce qu'il va emmener, ce qui est important, ce qui l'est moins. Et donc, ce partage-là et cette générosité de partage, d'informations, mais aussi de contexte, ça aide aussi à permettre une collaboration et une confiance entre les équipes. Donc, tu partages beaucoup d'infos et ensuite, tu fais en sorte que les gens puissent s'exprimer. Du coup, là, je comprends effectivement le truc d'architecte, puisque t'es pas en train de faire toi-même dans aucun de ces cas-là. T'es vraiment en train de donner aux autres les plans pour qu'ils puissent travailler, quoi. J'essaye, ouais. C'est mon intention, en tout cas. Il y a une personne que tu m'as citée quand on a préparé, qui t'a un peu aidé dans ces derniers temps là-dessus. C'est Pauline Klein. Salut Pauline. qui travaille pas chez Albus, mais qu'on connaît très bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le travail avec Pauline, sur cet aspect-là? Alors, on avait travaillé avec Pauline sur un séminaire avec les directeurs d'usine sur justement la coopération et comment on pousse un petit peu plus loin nos modèles de coopération. Et donc, Pauline, elle utilise l'impro pour l'improvisation théâtrale. Voilà, et que je trouvais un levier assez fort et très sympathique. Déjà, on passe un bon moment parce que on se met dans des situations, on rigole bien. Voilà, on rigole bien, on se met dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise et on apprend beaucoup de choses dans l'écoute. Parce que chez L'Oréal, il y a quelque chose qui est magique, c'est que il y a beaucoup de conviction, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté d'avancer. Et je vois pas, mais vas-y, continue. Et donc, c'est comment on régule cette énergie-là à un moment donné et le travers que ça peut avoir qu'on s'écoute plus trop. Et donc, avec l'improvisation, c'est comment je prends en compte l'autre, où il est, que j'ai une écoute qui est un peu à un autre niveau de ce qu'on peut être dans la vie, on va dire, de tous les jours, et que on construit là-dessus. Et ça, c'était très puissant de mettre ça en œuvre avec les directeurs d'usine. Déjà, on se met dans des situations, ça simplifie un peu les rapports, on passe un bon moment. Voilà, on laisse vraiment le costume à côté de la porte et on est juste en tant qu'individu manager, essayer de trouver des solutions pour avancer. C'est là où on est arrivé sur l'idée, mais en fait, un manager, c'est quand même un architecte de coopération. Il faut qu'il mette des choses en œuvre, des choses informelles, des choses un peu plus organisées pour que dans l'entité qui dirige, mais pas que, aussi dans l'écosystème qui l'entoure, comment il permet pour que la coopération puisse se faire et que les projets et les enjeux, on puisse les adresser au bon niveau. Alors, quand on t'entend parler, donc t'es extrêmement énergique et tout, on voit ce que tu fais, on a l'impression de voir comment tu manages en direct, c'est super. J'imagine que tu rencontres des difficultés à faire ça parfois. Quel genre de difficultés tu rencontres dans cette quête d'architecte de coopération? Ou est-ce que c'est plus dur pour toi? Si c'est plus dur de temps en temps, mais je pense que c'est plus dur. Je dirais pas que c'est dur ou que c'est des difficultés. Enfin, moi, je les vois pas comme ça. Moi, je crois beaucoup quand il y a des situations, quand on arrive dans certains impasses parce que on n'arrive pas à avancer au bon rythme, on n'arrive pas à engager au bon niveau, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a ou bien pas bien compris dans le contexte, dans ce qui se passe chez les autres, dans le momentum qui est peut-être pas le bon, ou qu'on n'a pas actionné les bons leviers. Et faire plus de la même chose, ça sert pas à grand chose. Donc c'est comment j'apprends et je suis créatif à aller chercher peut-être d'autres moyens d'activer et peut-être parfois aussi de se dire c'est pas le moment. Est-ce qu'il y a eu dans les derniers mois un moment comme ça où t'étais un peu sans issue? J'essaie juste d'avoir un exemple pour qu'on comprenne comment tu fais quand tu tentes quelque chose, que t'arrives dans une voie sans issue. Comment est-ce que t'arrives justement à rediriger l'énergie?
Ça t'est arrivé récemment? Enfin, Oui, récemment. ça arrive tout le temps parce que... Tu nous donnes un exemple? Moi, j'étais convaincue à un moment donné sur un sujet supply, la planification. Supply, c'est la logistique, quoi. Voilà, exactement. C'est comment on planifie à travers toute la chaîne qu'il y avait quelque chose à faire. On voyait bien que la connaissance du métier en détail, qu'il y avait certaines compétences qu'on avait un peu perdues sur la route et qu'il fallait remettre, et qu'il y avait quelque chose à designer autour de ça, de mettre en contact les gens pour que les connaissances du métier, on les retrouve et qu'on adresse les vrais sujets. Quand on a mis ça sur la table, j'ai pas trouvé tout de suite l'adhérence, l'organisation pour que je puisse en faire quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Mais t'as pas tout de suite compris quoi? Et j'ai pas compris tout de suite où ça se situait. Ça, c'est un point aussi quand on identifie des parties comme ça. Moi, ce que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est qu'il faut vraiment passer suffisamment de temps à comprendre le problème. Où est le problème? Et ça, c'est dans l'échange avec les gens du terrain qui savent. Dans ces cas-là, toi, tu as vu là, t'as identifié un problème, t'arrives pas à voir tout de suite là. Tu sais qu'il y a un problème et t'arrives pas à comprendre d'où il vient, comment ça se passe. Toi, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est de dire, on a pris du temps, on a ralenti un peu le rythme, on a pris le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait. On a essayé des choses qui n'ont pas marché. On a voulu lancer une dynamique qui n'a pas prise. Et finalement, il fallait qu'il y ait un autre projet qui arrive pour créer les conditions, pour qu'il y ait suffisamment de monde qui dise oui, c'est un sujet. Et oui, on va l'aborder comme ça. Le fait qu'on ait déjà un peu démarré quelque chose, où on avait déjà fait un début d'analyse, nous a permis d'accélérer ce projet. Donc tu t'es pas obstiné sur la première partie, et puis quand l'opportunité s'est faite de résoudre le problème d'un autre moyen, eh ben on est parti comme ça, quoi. Ouais. Donc ne pas s'obstiner, c'est vraiment essentiel quand on est dans C'est d'être flexible. Moi, je suis beaucoup guidée par des principes. C'est vers là où je veux aller, par des volontés de changement à un moment donné. Mais il y a aussi des contextes, des moments, des projets qu'on peut accrocher à ça pour pouvoir créer le momentum où ça se fait. Et si ça se fait pas à un moment donné, ça se fait un peu plus tard, ça se fait autrement. Faut pas être rigide, faut mettre une certaine flexibilité dans la dynamique qu'on peut mettre. En fait, l'architecte, il doit faire son plan, mais après, si ça se déroule pas exactement comme on avait dessiné sur le papier, c'est pas très grave. Si on continue à avoir la même sens général à ce qu'on est en train de faire, faut savoir lâcher une partie de son plan pour obtenir le résultat, c'est ça? Au contraire, je pense que ça s'adapte en permanence. Parce que ce qu'on a construit au début, c'est là où l'analogie s'arrête un petit peu. Architecte de la coopération, architecte, il construit quelque chose de fixe. Nous, on construit quelque chose de vivant. Le côté vivant, ça veut dire que ça évolue. Et parfois, ça t'échappe même. Et c'est ça le moment magique, quand ça commence à t'échapper et que ça vit sa propre vie. Comment accepter, adapter en permanence. Et c'est aussi un point qu'il faut intégrer dans comment les gens bossent ensemble, c'est qu'il y a des moments où ils se posent la question, finalement, mais comment on bosse ensemble? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut ajuster et comment on arrive à faire en sorte que finalement ça prend un peu tout seul et on puisse lâcher prise et c'est ça la réussite. C'est ça l'objectif à la fin. Du coup, si c'est un architecte, c'est plutôt un architecte de cathédrale qui va faire son plan, qui sera fini 120 ans plus tard à Barcelone et il faut bien que les choses évoluent. Non mais du coup, c'est intéressant. Je suis d'accord. L'architecte, c'est intéressant dans le fait de je fais un plan et je le regarde de l'extérieur et c'est pas moi qui vais bâtir. Mais effectivement, l'analogie, il faut faire attention, c'est que une fois qu'on a fait le plan, on est là pour quelque chose de vivant et qui va bouger énormément. Alors après, moi, j'avais une autre question qui un peu découle de tout ce qu'on a dit et même de ce qu'on voit dans ta façon de faire, c'est que quand je discutais avec Charlie de la façon dont tu manages et tout ça, on voit bien qu'il y a énormément de leadership dans ta manière d'aborder les choses, etc. Ça peut être des comportements managériaux qui sont difficiles à lire ou qui ne plaisent pas à tout le monde. Parce que c'est tellement débordant d'énergie. Comment tu le ressens, ça, toi? Est-ce que c'est important pour toi, la façon dont c'est vu de l'extérieur, soit par tes équipes, soit par tes supérieurs, la façon dont tu manages cette espèce de volonté extrême? C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à doser. Moi, je suis dans une optique d'efficacité. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à faire évoluer les équipes, faire évoluer une personne, faire évoluer un projet, à atteindre certains objectifs. Il y a une servitude. Et donc, si cette énergie-là, il y en a trop et ça déborde, et ça arrive, parce que c'est mon état un peu naturel, c'est comment je temporise, comment je laisse la place aux autres. C'est quelque chose où je travaille d'une manière très consciente.
différentes et qu'on apprend aussi en prenant d'autres positions. À aujourd'hui, quand je manage les usines, c'est plus un accompagnement. Donc, on est beaucoup dans l'écoute. On est beaucoup dans ce que disait Valérie, que j'aimais bien, le pom-pom girl, à se dire c'est génial, allez, on avance et insuffler cette énergie-là. Aussi de les guider, mais laisser beaucoup de place pour qu'ils puissent le faire de leur façon aussi. C'est doser un peu le côté rouleau compresseur que ça peut provoquer. Mais moi, je comprends un peu ça. Si je t'en parle, c'est que moi, je me sens un peu concerné. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'énergie comme toi, et j'ai tendance à vouloir avancer, très centré sur l'action, etc., etc. Et je me rends bien compte que il y a des moments quand même où c'est tellement peu politique. Tu vois, il y a tellement peu de posture dans la façon de faire. On se soucie tellement peu du regard des autres qu'il y a quand même des moments, moi, je trouve, dans ma pratique à moi, où ça manque un peu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que de temps en temps, on oublie un peu les gens en route quand on est comme ça. Ça t'arrive aussi, toi, d'avoir le sentiment ou d'avoir pu le faire un peu plus jeune dans ta carrière, de laisser un peu les gens sur le côté? C'est sûr, et je pense que c'est ce que j'ai appris, parce que c'est une route, hein. Et le management, on parle de management des gens, responsabilité, mais c'est surtout un management de soi. C'est le premier, en fait. Et c'est comment j'adapte, comment toute la diversité de façons de faire, de façons d'être, comment je l'accueille et j'ai un leadership qui est le plus inclusif possible. Pour moi, c'est ça aussi le drive. Et c'est ça aussi qui m'importe beaucoup. Quand je commence à être ne plus inclusif, là, il y a un problème. Parce que ça rentre plus dans mes valeurs. Faut utiliser cette énergie. Je pense qu'à travers les années, j'ai appris à utiliser cette énergie au bon moment. D'accord. Mais aussi savoir la doser et puis varier un peu les postures et varier la façon d'intervenir pour que ça puisse mettre aussi tout le monde à l'aise, parce que le but ultime, c'est pas de convaincre à la Don Quichotte, c'est d'avoir l'influence suffisante pour évoluer vers un projet, vers quelque chose. Il faut que ça serve. Si ça sert pas, en tant que manager, il faut qu'on ait management de soi, mais il faut pas qu'on soit centré sur soi. Il faut qu'on soit centré sur l'autre. D'accord. Mais je te pose la question parce que moi, je connais plein de managers très, très énergiques qui basent beaucoup sur leur leadership, sur leur envie de faire, comme toi, ou moi, je pense que je suis un peu comme ça aussi. Et j'en parle avec toi parce que je trouve que c'est important que les gens qui se sentent comme ça, vous allez réussir plein de choses grâce à ça, mais il faut apprendre à doser. Faut apprendre à pas être à fond tout le temps. En fait, c'est pas une solution quand on est un peu charismatique, c'est super, mais en fait, c'est pas une solution à tout. Et il y a des moments où il faut se calmer quand même. Et je trouve que ça, c'est ce que je comprends un peu de ce que tu dis. Avec les années, t'as appris à ne pas tout le temps être dans ce personnage hyper enthousiaste pour laisser de la place aux autres, quoi. Oui, et puis tout est question d'équilibre. Et tout est question de curseur. Et je pense que c'est ça aussi, je trouve, la richesse de manager. On essaye de tout mettre un peu dans des cases, même quand on parle de leader, manager, boss, mais tout est plus complexe que ça. Et c'est comment on peut varier les styles, les impacts, la façon dont on interagit, comment on peut être pertinent, comment on peut être inclusif, comment on peut aller chercher l'engagement des autres, de mettre tout en coopération. Enfin, c'est tous ces leviers-là, comment on peut le rendre actif, en fait. Ça rentre pas dans des cases. Et je pense que c'est c'est ce chemin-là d'apprentissage de différents styles, différentes manières de faire, et la créativité et la flexibilité qu'on peut mettre en œuvre dans ces moments-là. C'est ça finalement qui est très riche dans l'apprentissage et dans le chemin qu'on a tous en tant que manager. Mais c'est marrant parce que moi j'ai une anecdote, et alors elle va avoir les oreilles qui sifflent décidément, c'est que moi un des moments qui m'a le plus fait progresser là-dedans, c'est aussi avec Pauline Klein, mais ça remonte à beaucoup plus d'années. Je pense que j'ai dû faire un truc avec elle il y a 7-8 ans, et c'était un exercice d'improvisation théâtrale aussi, où on travaillait sur ce qu'elle appelle, elle, les status. Les status, c'est, je crois qu'on allait de 1 à 10, donc en gros, 1, c'est status faible, c'est j'interviens pas du tout sur la discussion, et 10, c'est Barack Obama à la tribune, donc j'ai un status hyper fort et j'implique énormément. Et à travers les exercices d'improvisation, on s'était rendu compte que parfois, on a besoin de mettre du status fort pour faire évoluer les autres, pour leur donner de l'énergie, et puis parfois, il faut descendre pour que les autres puissent exister. Et moi, je me rappelle, ça peut paraître un peu naïf, mais j'étais jeune au moment où j'ai fait cet exercice, et je m'étais vraiment rendu compte ce jour-là qu'il fallait absolument avoir, comme tu dis, différentes palettes, et il fallait être capable d'être en status fort ou être en status faible pour faire évoluer les gens. Ça m'avait vraiment marqué, et tu vois, 8-10 ans après, c'est toujours quelque chose dont je me rappelle quand je fais
mon conseil. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'en vieillissant, il faut agrandir la palette. Toujours, et pas chercher à devenir une caricature de soi-même sur un élément qu'on avait à 27 ans. Moi aussi, à 27 ans, j'avais déjà de l'énergie. Mais c'est pas une bonne solution d'aller que dans cette chose qu'on a un peu naturellement, quoi. Ouais, c'est super. J'aime bien l'image des statues. Faut faire l'exercice, fais-le. Un jour, fais l'avenir pour qu'elle te fasse l'exercice. C'est incroyable comme exercice. Quand tu l'expérimentes et que tu te rends compte que tu peux obtenir plus en faisant rien, c'est extraordinaire, quoi. Surtout pour nous, hein. Pour des gens comme nous, on a tendance à vouloir agir sur les autres, c'est un truc assez incroyable. Bon, c'est bien. Alors, d'autres choses que t'as pu apprendre comme ça dans ta progression pour dépasser ce qu'on fait naturellement? Il y a d'autres choses qui t'ont marqué, toi, aussi? Il y a plein de choses qui viennent à l'esprit. Qui m'a marqué aussi, c'est, tous les fois, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et parfois aussi les moments de gros doutes que ça engendre. J'ai pas eu la bonne posture, j'ai pas eu le bon impact. Ou parfois, sans qu'il y ait l'intention, j'ai blessé quelqu'un. Je vois quand tu me parles là, on a l'impression que t'as en tête un ou deux moments où vraiment t'y arrivais pas et ça t'a vraiment construit. C'est vraiment des moments comme ça. C'est des moments où tu apprends en fait et où je pense qu'il faut avoir quelque part le courage. Il y a beaucoup de choses autour du courage aussi. Pas le courage en côté offensif, mais le courage d'être honnête avec soi-même, de connaître aussi ses limites. Il y a des choses que je sais pas faire, il y a des choses que je vais chercher chez les autres parce que ça fait une addition à ce que moi je peux apporter, de se connaître soi avec les forces mais aussi certaines limites. J'aime bien la petite phrase de Leonard Cohen qui dit There's a crack in everything, there is where the light goes in. Il y a des choses qui sont pas nettes, clean, mais c'est là où il y a la lumière et c'est là qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et c'est ça qui construit aussi les gens. Ça m'a beaucoup construit. Ouais. Mutuellement d'accord. Moi, je trouve que courage, on l'associe beaucoup. Tu sais, c'est William Wallace dans Braveheart. C'est vrai qu'il est courageux, mais en fait, le courage dans notre société aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus souvent le courage de se remettre en question, de se poser des questions soi-même, beaucoup plus que d'avoir cet esprit guerrier ou très inspirant. Et c'est vrai que dans un film, ça a plus de gueule, hein. Il y a pas de débat. Mais je trouve qu'il faut qu'on réhabilite ce courage individuel qui, à mon avis, est plus puissant que celui de héroïque de la guerre, quoi. Hein. Et ouais, je pense que c'est hyper important. T'as raison de dire ça. Et je pense que c'est pas facile, notamment quand on est dans des grandes entreprises où vous êtes tout le temps évalué, vous êtes tout le temps gardé, quoi. C'est un peu l'enfer quand même pour ça, des grandes boîtes. Et d'être capable de se dire, ok, je prends sur moi, j'essaie de comprendre et je me donne du temps pour progresser. Moi, ce que ça m'a donné, c'est que je veux vraiment créer cet environnement pour les gens que je manage pour que eux, ils se sentent pas tout seuls. S'ils rencontrent une difficulté, qu'ils soient à l'aise de prendre le téléphone à m'appeler. Là, j'ai merdé, quoi. Là, il y a un truc que j'ai pas pris de la bonne manière. Est-ce que tu peux m'aider ou comment tu vois les choses? Et qu'il y ait cette simplicité, parce que personne n'est parfait, et pouvoir les aider ou pouvoir les rassurer aussi, tout simplement. Dire c'est pas très grave. Voilà, on va avancer ensemble. Je pense que ça enlève aussi. Parfois, il y a des enjeux importants, mais créer cette ambiance qui leur permet aussi d'être eux-mêmes complètement, et c'est un peu les accompagner dans le chemin de devenir. C'est ça finalement que je pense. Enfin, dans mon intention, c'est ce que je souhaite faire. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis. Je vais séquencer cette petite partie. Je l'enverrai à certains patrons du CAC 40 parce que moi, j'ai vraiment un étonnement profond quand je vois de loin comment managent des gens comme Carlos Tavares ou Patrick Pouyanné, Bernard Arnault, etc. C'est des gens dont les salariés ont peur, en fait. Ils ont peur de s'exprimer. C'est très très dur de s'exprimer face à ces gens-là en réunion. C'est des gens qui gueulent tout le temps, etc., etc. Enfin, de ce que j'en ai compris. Et j'arrive pas à comprendre comment ils tirent le meilleur des gens avec qui ils travaillent en générant autant de peur chez eux. Et je trouve que ce que tu dis du management depuis le début de notre conversation, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut pas que les gens aient peur de vous parler, quoi. Et plus on est haut dans l'organisation, plus on a de responsabilités, plus on a des galons sur les épaules, plus il faut travailler à ce que les gens n'aient pas peur. Sinon, on tire rien d'eux, en fait. C'est ça ce que tu dis depuis le début, je crois. C'est très vrai.
Et c'est toujours un équilibre et un curseur, hein. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas parfois prendre des décisions dures. Non. Et que il faut pas mettre un cap avec une certaine conviction et Ça veut pas dire ça. En fait, ça veut pas dire ça. Et je pense qu'en ce moment, on mélange un peu le tout. Entre le côté gentil, c'est pas ça. C'est aussi comment je les mets à l'aise, comment je génère pas la peur et comment je crée une ambiance qui permet à chacun de se développer, de contribuer au maximum où ils peuvent et faire avancer. Mais c'est aussi savoir intervenir quand il faut sur des situations un peu difficiles. Et c'est pas contradictoire. Bah et je pense que c'est là où on mélange parfois un peu les pinceaux dans le management. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut... l'émission s'appelle Le faire en vrai. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut chercher, cette finesse entre... On peut être exigeant sans faire peur aux gens. Oui. Voilà. Exigeant, je trouve ça important parce que quand on respecte les gens, on est exigeant avec eux pour qu'ils soient meilleurs. C'est très bien dit ça. Ouais. Par contre, il faut pas leur faire peur. Ça sert à rien de leur faire peur. Moi, s'ils me craignent, ils viennent pas me parler, quoi. Exactement. Et s'ils viennent pas me parler, j'ai pas les vrais problèmes. Et si j'ai pas les vrais problèmes, j'ai pas les bonnes solutions. Fin de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est ce que tu... Enfin, moi, pour moi, c'est fort dans ce que tu dis. C'est je passe mon temps à essayer qu'ils soient en situation de m'expliquer leurs problèmes. Pour ça, faut pas qu'ils aient peur de toi. Mais ça veut pas dire que t'es pas exigeant avec eux. Je suis d'accord, hein. Mais faut pas qu'ils aient peur de toi. S'ils ont peur quand Sophie vient, eh ben, t'auras pas les vrais problèmes. Non. Et donc, tu pourras pas les résoudre. C'est terrible, hein, mais, et moi, c'est mon grand mystère, hein, sur les grands patrons. C'est je ne comprends. J'aimerais bien avoir 1 heure avec eux pour comprendre ça. Comment vous croyez que vous avez le meilleur de vos gars alors qu'ils ont peur de vous, quoi. J'arrive pas à comprendre. Pour finir notre conversation, qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu avais un conseil à quelqu'un qui, à 27 ans ou un peu plus tard, prend son premier poste de management, et allez, il faut lui donner un conseil, du coup, fais ça et ça commencera bien. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune ou une jeune manager qui démarre? Curiosité. Curiosité dans le sens d'apprendre en permanence, de s'alimenter, de se nourrir, de lire des livres, échanger avec les gens, aller chercher la contradiction, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Si on est dans une dynamique d'apprentissage où on est aussi critique dans le bon sens du terme, comment je fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je peux optimiser, je pense que ça serait ça. C'est d'être dans cette dynamique de mouvement, de devenir un peu la meilleure version de soi-même jour en jour. C'est cette dynamique-là. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus, la curiosité. Merci beaucoup, Sophie. Donc, vous pouvez retrouver Sophie Kabouter. J'imagine que tu es sur LinkedIn. On doit pouvoir te trouver. J'imagine. Oui, En tout cas, si vous voulez voir un peu plus, et donc Sophie Kabouter chez L'Oréal. On se retrouvera pour un nouveau Le Faire en Vrai très vite avec un nouveau ou une nouvelle manager qui va prendre ta place sur le fauteuil. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Patrick. Merci à toi. Sophie. On va faire le premier bonus de Le Faire en Vrai parce que chose incroyable, on vient de parler avec Sophie Kabouter par 2 fois de Pauline Klein et Pauline Klein est là. Salut Pauline. Salut Pauline, Patrick. tu connais Sophie, t'as bossé avec elle, tu me connais, on se connaît depuis longtemps. Donc on vient effectivement de parler de toi et je t'ai saisi de passage dans les bureaux parce que je voudrais que tu nous expliques si tu peux les statuts en quelques mots et comment est-ce que tu essaies de les transmettre aux gens avec qui tu travailles ou pour qui tu travailles? C'est une manière de travailler que j'ai découvert en faisant du théâtre, qui est une approche du travail de la création de scène qui a été formalisée par Keith Johnston, qui est un grand maître de l'improvisation théâtrale. Il s'est rendu compte que dans nos relations les uns avec les autres, on est des animaux sociaux et du coup on passe notre temps à s'ajuster à l'autre, soit à passer légèrement au-dessus, soit à passer légèrement en dessous, soit à chercher à être à hauteur avec nos homologues. Et lui, il a utilisé ça comme outil de création de scène. Et c'est ce qu'il appelle jouer les status, où tu vas jouer status haut, où tu vas jouer status bas. C'est-à-dire que tu vas t'ajuster dans ton jeu, dans ce que tu racontes à l'autre et avoir une intention de relation à l'autre. C'est génial pour créer des scènes et c'est aussi génial dans le boulot une fois que t'as compris cette chose-là parce que ça te permet de vachement fluidifier en fait les relations et ça te donne beaucoup d'agilité. De manière hyper concrète, si je prends un exemple qui va parler à tout le monde de qu'est-ce que ça veut dire jouer status haut, jouer status bas ou s'ajuster en permanence, je prends l'exemple des profs. On a tous probablement eu dans notre jeunesse un prof, personne ne mouffe dans la classe,
n'ose pas faire tomber un stylo parce que t'es comme ça. Ça, c'est des profs qui jouent status haut en permanence. Donc, ils sont toujours avec une position ultra haute par rapport aux élèves qui se tiennent quoi. A contrario, t'as ceux qui sont des joueurs compulsifs de status bas, et ça, c'est les classes dans lesquelles le why arrive, parce que ils arrivent pas à réinverser la vapeur et à des moments envoyer du status haut qui va permettre de redonner du cadre et remettre les élèves en concentration par rapport à ce qu'il y a à faire, etc. Robin Williams, il fait les deux dans le Cercle des poètes disparus. Il y a des moments où il est très très haut et puis il y a des moments où il est très très bas. Exactement. Et quand t'as ce type de prof, c'est les profs que t'adores. Parce que en même temps, ils savent te ramener à qu'est-ce qu'on fait là ensemble, au cadre, etc. Et à l'intérieur de ça, ils savent te donner aussi beaucoup de liberté, avoir beaucoup d'humilité, te laisser de la place, de la capacité à proposer, avoir de l'initiative, etc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le travail. C'est que on a des statuts naturels. On préfère en général jouer un statut ou l'autre parce qu'il nous donne plus de confort. Mais plus t'arrives à te dire ah bah là je joue haut, là je joue bas, là je joue on est même status, et plus tu vas réussir à avoir des relations riches, parce que c'est pas toujours la même place que tu donnes à l'autre en fait dans la relation, qui est hyper intéressant à plein d'endroits. Écoute, moi j'ai fait 10 ans d'impro, c'est l'atelier qui m'a le plus aidé, donc merci Pauline. On te reverra peut-être dans ce fauteuil pour parler plus longuement tous les deux, et puis on peut te retrouver sur les réseaux, et tu travailles pour Kenobert, c'est ça ton entreprise? Absolument, Kenobert. Ouais. Donc faites signe à Pauline sur les réseaux et allez chercher Pauline Klein, Kenobert. Merci Pauline. Merci Patrick.